Bonjour à tous, je suis Domenico Lombardi, je suis le directeur général de la Banque de San Marino et jusqu'à il y a quelque temps j'étais le directeur du centre. Je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous qui est devenu maintenant un élément récurrent dans le programme du meeting, cette rencontre sur les perspectives de l'économie européenne. Je voudrais introduire la discussion que nous allons affronter avec trois intervenants d'un calibre exceptionnel et que je vais présenter. Avant de le faire, je voudrais faire le point sur l'économie mondiale. L'économie mondiale est une partie importante. L'économie européenne est une partie importante de l'économie mondiale. Par rapport à l'année dernière, il y a eu certaines bonnes nouvelles. La croissance mondiale s'est consolidée pour commencer. Cette année, l'économie mondiale va grandir de 3,5%, l'année prochaine probablement plus. Derrière ces chiffres se cachent deux tendances. La première, c'est la croissance de la Chine. La Chine se développe à un niveau d'environ 6,5%, ce qui veut dire que tous les 10 ans, son économie est doublée. Et puis bien entendu, il y a aussi l'Inde qui se développe actuellement à un rythme de 7 à 8%. Donc l'économie émergente, dans son ensemble, continue à être le moteur propulsif de l'économie mondiale. Depuis le sommet de la crise financière de 2008-2009. L'autre bonne nouvelle, peut-être encore meilleure, étant donné l'endroit où nous nous trouvons, c'est que l'économie de la zone européenne se consolide elle aussi. En particulier l'économie italienne, qui dans les dernières prévisions du Fonds monétaire unitaire, les dernières prévisions annoncent une croissance de 1,3% pour l'Italie, donc un demi-point supérieur aux prévisions d'avril dernier. Donc voilà de bonnes nouvelles. Les dynamiques politiques en Europe sont aussi un peu plus encourageantes que l'an dernier. Je voudrais signaler par exemple l'élection en France d'Emmanuel Macron du point de vue de la réforme. Et Anne-Laure Delatte nous en expliquera les implications tout de suite. La probable réélection d'Angela Merkel en Allemagne. Et M. Zettelmeier nous en fera un tableau tout à l'heure. Et le Brexit, suite à la faible victoire, a donné suite à la faible victoire électorale de Theresa May en juin dernier. Bien entendu, j'ai parlé maintenant pour l'instant de chiffres et de croissance du produit intérieur brut, mais ce sont des données quantitatives. Ce sont seulement des quantités. Je crois que ce que nous avons appris dans les dernières années, c'est que la croissance est tout aussi importante. Donc la qualité de la croissance, les effets distributifs de la croissance et surtout les politiques économiques qui soutiennent la croissance. Sur ce point, il faut dire que le tableau est un peu moins encourageant parce que la vulnérabilité de la zone européenne reste intacte. Pensons à l'Allemagne a un surplus de 8%. Et tout cela, c'est quelque chose qui est soustrait à l'économie de la zone européenne. Pensons à la dette publique très élevée de beaucoup d'économies de la zone européenne, bien entendu l'Italie en tête. Il y a seulement quelques semaines, il y a eu un nouveau chiffre record de la dette italienne qui est monté à 2,3 millions d'euros. Malgré la surprise positive de l'augmentation du PIB, il y a un faible taux de participation aux forces du travail, en particulier de la part de la population féminine et des jeunes. Donc ce sont des aspects structuraux qui, dans leur importance, restent intacts. Il est donc important de parler aussi de politique économique et comprendre
si ce contexte un peu plus bienveillant que nous avons face à nous actuellement rendra plus facile ou plus difficile les réformes. C'est important en termes de valorisation des différences. Cet aspect que le professeur Vittadini a rappelé hier dans son discours d'introduction. Donc, savoir comment utiliser la marge de manœuvre que nous avons. Une marge de manœuvre qui a grandi, qui a augmenté pour préserver l'héritage que nos pères nous ont laissé en Europe. Et disons que c'est le thème dominant du meeting. Dans le contexte qui est devenu plus complexe, parce qu'il y a une lassitude face aux réformes, une lassitude dans la construction du projet européen, une déglobalisation et un nationalisme économique qui s'est développé bien entendu au Royaume-Uni, mais aussi en partie chez nous. Pour parler de tous ces thèmes et d'autres, les organisateurs ont invité, comme je l'ai dit, 3 intervenants d'un calibre exceptionnel que je vais présenter maintenant. À ma droite, Anne-Laure Delatte. Elle est vice-directrice du CEPI, qui est le principal think tank économique français. Elle est aussi conseillère économique du Premier ministre français, membre du Conseil d'analyse économique, membre du comité scientifique de la Fondation Banque de France. Et depuis quelques années, elle est également professeure visiting à l'université de Princeton aux États-Unis. À ma gauche, Jeromin Zettelmeier, qui est Senior Fellow de la Peterson Institute of International Economics à Washington. Il fait partie du principal think tank économique au niveau international. Et avant d'assumer cette responsabilité, le Dr Zettelmeier était directeur général du ministère de l'économie allemand, chef des conseillers économiques du vice-chancelier Sigmar Gabriel, et avant encore directeur de la BERS, une banque internationale de Londres, et également membre du Fonds monétaire international. Il s'occupe de recherche dans la zone européenne, de politique fiscale et de bien d'autres sujets. C'est un plaisir de travailler avec lui dans différentes occasions. Et à ma droite extrême, bien entendu au sens figuré, on trouve le professeur Eric Jones. Il est professeur d'études européennes à la SAIS, la School of Advanced International Studies à la Johns Hopkins University. Et il vit et il enseigne en Europe depuis 25 ans. C'est un politologue et un expert de questions européennes. Étant donné sa position particulière d'observateur, il propose des perspectives très intéressantes. Il est lui aussi extrêmement prolifique. Je ne peux pas citer tous ses écrits, je n'en citerai que 2. Il a rédigé le volume de l'Oxford Book of the European Union et de l'Oxford Handbook of Italian Politics. Il enseigne à l'université de Oxford. C'est un commentateur dans le journal italien La Stampa et au niveau international. Je ne vous vole pas de plus de temps. Donc, le format de cette session, chacun des intervenants aura une relation d'introduction d'environ 10 minutes. Il y aura ensuite un certain nombre de questions qui viendront de leurs interventions et puis éventuellement on pourra donner aussi la place au public pour poser des questions. Donc nous allons commencer avec Anne-Laure. Merci beaucoup Domenico. Merci Domenico pour m'avoir invité ici. Je parlais italien avant, mais malheureusement, je ne peux pas continuer en italien. Merci tout d'abord pour l'invitation. J'essaye d'affronter très brièvement le sujet dont on a parlé.
c'est-à-dire le sujet du scénario de la crise commencée en 2010 en Europe. Et j'essaierai aussi de vous donner quelques éléments sur la période, le moment contemporain, actuel, et sur le programme de réforme qui pourrait être mis en place après les élections allemandes en automne. Je vais me pencher surtout sur l'économie européenne, mais je vais essayer de souligner aussi le contexte politique de ce scénario. Tout d'abord, je voudrais commencer avec un commentaire à propos du pilier du projet européen, d'un des piliers du projet européen. L'un de ces piliers a toujours été l'axe franco-allemand, qui a été toujours un élément fondamental depuis le début de l'Union et pendant les années les plus récentes. Mais l'équilibre des pouvoirs a changé pendant la crise. La crise de l'euro a rendu la France un acteur de rôle secondaire. Tout d'abord, parce qu'en France, l'impact a été majeur par rapport à la croissance, au chômage, à la détérioration de la balance commerciale par rapport à l'Allemagne. Donc, on pourrait dire que pour la France, était plus difficile de revendiquer un rôle primaire dans le projet européen. Donc, qui va s'occuper des rôles financiers de la France aura des difficultés. On est passé d'une structure d'équilibre hiérarchique, parce que dans le passé, l'Allemagne a toujours guidé et a été l'enfant majeur, le fils majeur, et la France a toujours été celle qui suivait comme un petit-fils. Mais la crise a influencé ces rapports de pouvoir. Simultanément, l'Allemagne est devenue un leader répulsant. Il était le membre le plus important qui a eu un rôle clé pour affronter la crise. Mais l'Allemagne est aussi caractérisée par des thèmes plus spécifiques par rapport à certains sauvetages. Ils ont une attitude plus compliquée. L'Allemagne a toujours été réticente par rapport à ces sauvetages. Elle a toujours essayé de montrer ses réserves par rapport à ces instruments. On vit maintenant un moment fondamental. D'un côté, il y a le Brexit qui a engendré en Europe un sens de choc. Le projet européen entier est mis en danger, sauf si on agit de manière forte. De l'autre côté, on a eu l'élection d'Emmanuel Macron en France, qui a marqué une victoire par rapport au parti populiste. Et on espère que cela donnera de l'élan à l'alliance franco-allemande. Fin septembre, on aura les élections politiques en Allemagne, et grâce à l'élection de Macron en France, on a eu un développement de certaines réformes, mais tout cela sera déployé en Europe après les élections allemandes. On pourra consolider et renforcer les alliances au niveau européen. Ce programme de réforme européenne a été mis à point. On a aussi écrit beaucoup sur une relation présidentielle qui a défini
tous les axes, toutes les relations de l'axe franco-allemand. On a eu aussi des rencontres à niveau européen par rapport à l'activité des années prochaines. Donc on pense qu'il y a beaucoup de pain sur la planche et on espère de pouvoir mettre en place ces réformes. Il y a eu aussi des relations sur l'union fiscale, sur le franc financier. On a parlé d'union bancaire pour résoudre le problème de la position de bilan de certaines banques. Et on a souligné en particulier la nécessité d'avoir plus de responsabilités démocratiques et des institutions plus fortes. Mais qu'est-ce que nous pouvons vraiment mettre en place de cet ambitieux programme? En tant qu'économiste, je dirais que l'élément le plus important pour rendre notre union durable est le fait de pouvoir prévoir des mécanismes de transfert qui puissent rendre possible des ajustements. Il faut concevoir des mécanismes pour prévoir des transferts des ressources de membres plus forts aux membres plus faibles. Par exemple, en Florida, on sait qu'elle n'a pas été touchée par la crise par rapport aux États-Unis. Donc, il y a eu de la crise immobilière. Donc, il y a eu des transferts aux États-Unis. Et on espère que cela peut se passer aussi en Europe. En Europe, on a des déséquilibres qui rendent cette structure un peu problématique. Il y a certains États qui ont un dette très fort et une fragilité bancaire. En Italie, vous le connaissez très bien, donc je ne vais pas détailler. Si par exemple, on est à Bruxelles, on ne peut pas parler de eurobond. Il y a une sorte d'attitude solidaire par rapport à ces thèmes, surtout par rapport à la perspective allemande. Je crois que le président Macron est célèbre pour être très pragmatique. Et pour vous donner un exemple pratique, il va sans doute essayer de ne pas commettre des fautes qui ont été commises par les présidents précédents, Hollande. Donc il ne va pas s'occuper des rebonds. Il va plutôt adopter une politique plus pratique et pragmatique. On peut le voir de plus près. Dans ce moment, je vous parle en tant qu'académicienne. Il y a des coûts engendrés par différentes situations. Il y a des situations très différenciées qui nous empêchent une union fiscale. Par exemple, il faudrait avoir plus union politique et transferts fiscaux, mais l'Allemagne est contre ce type de mesures, même si elle va au bénéfice d'autres pays. On est arrivé à un niveau d'évolution très élevé, mais les États devraient s'impliquer de façon beaucoup plus importante. J'ai encore quelques minutes, donc je vais essayer de vous dire comment. Je crois que pour comprendre mieux les problématiques européennes actuelles, il faut comprendre les différents modèles d'intégration. D'un côté, il faut coordonner
les niveaux d'intérêt européens avec les intérêts locaux. Aux États-Unis, on a vécu une situation analogue. Il y a toujours eu une tension entre les différents États et à niveau fédéral. On pourrait le comparer comme à la bataille entre Hamilton et Jefferson, qui se sont confrontés sur ce type de questions. Les États-Unis ont toujours été caractérisés par cette double caractéristique, ce double niveau. Les États-Unis ont eu besoin de 130 ans pour compléter leur union monétaire. Donc, il a fallu beaucoup de temps parce que cette union, au tout début, n'était durable vraiment. Donc, il a fallu 130 ans pour qu'elle soit durable et efficace. À partir donc de la création de la Banque centrale et de la prévision des transferts fiscaux, il a fallu 130 ans pour approuver et faire fonctionner le mécanisme. Nous, on n'a pas 130 ans d'histoire, donc cela a un problème. Donc il y a des différences entre les États-Unis et l'Europe, bien sûr. Les États-Unis ont eu une constitution depuis le tout début. Nous, on a tout d'abord créé les situations économiques et après la législation. Donc cela est un problème. Je voudrais donc souligner le problème politique de cette crise en Europe. À propos des institutions, on peut constater qu'il y a une situation difficile par rapport à la définition d'un programme politique. On a parlé beaucoup de l'axe franco-allemand, de cette sorte d'alliance. Il s'agit d'une cheville ouvrière de notre union, mais l'Allemagne est un leader dans ce sens. Si nous pensons à la façon, la manière avec laquelle on a affronté la crise, on pourrait dire qu'il y a eu dans les coulisses des difficultés par rapport à l'acceptation de la crise dans certains des pays européens, par exemple la Grèce. L'Union européenne peut adopter des politiques qui ne sont pas populaires parmi tous les citoyens. Donc ce processus se base sur des règles. Donc il ne s'agit pas vraiment d'un processus politique. On a besoin maintenant d'un modèle d'union qui va au-delà de la logique d'intégration ou de souveraineté, d'un choix, soit. On a besoin de créer des mécanismes de décision sans relocaliser les pouvoirs des États démocratiques à des États moins démocratiques. En d'autres mots, on a besoin d'institutions plus démocratiques à niveau européen. On a besoin d'une équité d'accès au pouvoir politique. Il existe différentes solutions possibles. Par exemple, des pouvoirs ultérieurs au Parlement. Mais on peut parler de ça après s'il y aura du temps pour des questions. Mais je voudrais souligner donc le caractère politique de cette crise. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole à Hieronyme Settelmeier en lui demandant avec cette question si cette conjoncture, disons plutôt favorable que nous avons actuellement, augmente ou réduit l'espace de manœuvre. Et où est-ce que vous voyez les exigences pour les réformes dans l'union monétaire de la zone européenne? Vous allez parler aussi de transfert de ressources, d'union fiscale et de bons européens. Ce sont des thèmes dont je crois qu'ils ne sont pas vraiment populaires pour le gouvernement allemand. Si vous pouvez aussi nous proposer un commentaire à la fin de votre relation. Merci beaucoup, Domenico.
C'est un plaisir et un privilège d'être ici avec vous. Mon rôle est de vous proposer la perspective allemande. Bien entendu, je ne fais plus partie du gouvernement allemand. Je ne suis pas membre du gouvernement allemand. Et de beaucoup de points de vue, je me sens bien plus européen qu'allemand. Mais je vais en tout cas chercher de vous proposer la perspective allemande. Je pourrais parler une ou deux fois du terme de risque majeur, simplement pour donner plus de crédibilité à ce que je vais dire. Pour commencer, bien entendu, je suis très heureux du fait que ce meeting se tienne à l'enseigne d'une très célèbre citation de Johann Wolfgang Goethe. C'est un poète allemand très important. Et donc mon rôle en tant qu'orateur serait de mentionner, de citer directement de l'allemand quelque chose de très important de sa citation, qui manque probablement dans la traduction en anglais. Heureusement, la traduction anglaise le cite, c'est-à-dire le terme Vätern, les pères. C'est très important que ce terme soit au pluriel. C'est quelque chose qu'il faudrait toujours rappeler dans le contexte de ce meeting. L'Europe a beaucoup de pères et beaucoup de mères. Et nous sommes responsables à leur égard, parce que ce qu'ils ont atteint après la guerre a été quelque chose qui n'a aucun précédent du point de vue historique. Je ne veux pas faire partie de la génération qui détruira cela. Et je crois que c'est véritablement l'esprit dans lequel ce meeting se réalise. Je voudrais faire un bref commentaire sur ce qu'a dit Anne-Laure Delatte. Elle a affirmé que, étant donné que l'Allemagne économiquement a des résultats meilleurs que la France, elle est actuellement le leader. Et donc, que pour cette raison, la France a plus de mal à avoir un rôle de leader. C'est vrai, mais seulement en partie. Il faut compenser cela avec certains aspects. Par exemple, le fait que l'Allemagne ne veut pas jouer le rôle de leader. L'Allemagne est assez sceptique face aux conséquences de la leadership, et pour des raisons historiques évidentes. La France, en réalité, aime être un leader, avoir le rôle de leader. Et donc je crois qu'il y a une véritable opportunité. Je crois que l'Allemagne, plus qu'un leader, est un pays qui exerce le leadership. Et donc l'Allemagne a eu parfois la possibilité d'arrêter les autres ou de définir les règles. Mais ce n'est pas un leader du point de vue quotidien. Ça peut être un problème lorsqu'on demande une activité de leadership rapide. Souvent cela manque. Et c'est souvent le problème dans le cadre de la gestion de la zone européenne. Parce qu'on aurait parfois besoin d'un leadership bien plus rapide de la part de l'Allemagne, un rôle moins passif. Merkel a des capacités fantastiques, mais de ce point de vue, elle a eu présenté quelques carences pour réaliser assez rapidement. Mais il y a une opportunité de jouer ce rôle. Si Macron parvient à développer de bonnes idées, ou si le futur Premier ministre italien développe de bonnes idées, c'est certainement quelque chose que l'Allemagne verra d'un bon œil. Donc il y a une marge pour prendre des décisions en commun qui viennent du fait que l'Allemagne, en réalité, est plus à son aise dans l'exercice de la leadership que dans le rôle de leader. Et cela vous explique un peu mon point de vue sur ce qu'est l'état actuel de l'économie européenne. Pour ce qui concerne l'état des choses actuelles de la zone européenne, je dirais qu'il y a des aspects positifs qu'a présenté Domenico dans son introduction, c'est-à-dire une reprise à large échelle. Il y a des progrès qui ont été faits, par exemple pour affronter les problèmes bancaires. Il y a de vrais pas en avant qui ont été faits. Ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois est très positif. De plus, nous souhaitons tous que la vague de populisme de ces dernières années se réduise. Mais il y a aussi des problèmes. Certains sont des problèmes techniques, mais qui sont très importants. À savoir, en particulier,
l'interconnexion étroite continue entre les États souverains et leurs banques nationales. C'est quelque chose qui ne devrait pas se produire dans le cadre d'une union monétaire internationale, et encore moins dans une zone intégrée sur le plan financier. Il n'y a aucune raison pour laquelle une banque italienne devrait détenir par exemple des bons de titres italiens par rapport à ceux d'autres pays. Et pourtant, cela continue à se faire. Et malgré le fait que la croissance se réalise, je crois que beaucoup de pays, malgré cette croissance, sont structurellement faibles. Par exemple, en Italie, nous ne sommes pas encore sûrs de savoir dans quelle mesure les problèmes sont durables. Ils pourraient continuer à persister même si les problèmes de la dette, de la crise financière se résolvent. Nous ne le savons pas encore. Je souhaite qu'il n'y ait plus de problèmes de ce type. Les meilleurs économistes soutiennent qu'une fois que les problèmes bancaires seront résolus, la croissance en Italie repartira et arrivera plus ou moins au niveau de l'Allemagne, voire plus élevé. Mais nous n'en sommes pas encore totalement sûrs. Nous craignons qu'il y ait des raisons plus structuraux, plus profonds à gérer. Il y a également d'autres points. Il y a une crise liée à l'immigration très importante qui est en cours. C'est une crise qui n'a pas encore été résolue. Et surtout, les Italiens le savent très bien, il faut une réponse commune que nous n'avons pas encore pu fournir de manière convaincante. Et enfin, il y a le problème du Brexit. Je ne crois pas qu'en ce moment, le Brexit ne déstabilise trop l'Union européenne, mais c'est un élément gênant qui va créer beaucoup de complications. C'est un élément pas nécessairement qui est très frustrant, une source de grande frustration pour l'Union européenne, en particulier le Royaume-Uni, et je le regrette vraiment pour les jeunes du Royaume-Uni. En ce qui concerne l'état des réformes de la zone européenne, cela me conduit au contexte de ce qu'Anne-Laure a déjà dit. Il y a des aspects positifs et négatifs. Il y a des aspects liés au fait que certaines réformes sur le plan bancaire n'ont pas été faites, mais il y a aussi des aspects meilleurs. J'ai écrit récemment un éditorial avec le Jefferson Institute, avec le Peterson Institute, pardon, qui disait que si les pays avaient des problèmes dans le contexte actuel, ils pourraient se résoudre. Mais il y a encore beaucoup à faire. Donc je suis tout à fait d'accord avec Anne-Laure sur le fait qu'il y a encore un mécanisme de stabilité insuffisant et nous n'avons pas encore les instruments fiscaux suffisamment développés. Nous avons encore des marchés financiers plutôt fragmentés. Nous avons le pacte de stabilité, bien entendu, que je n'affectionne pas particulièrement, je ne l'apprécie pas beaucoup en tant qu'économiste, parce qu'il s'agit d'un instrument un peu maladroit, parfois contre-productif, qui empêche au pays de faire ce qu'il faudrait faire. Mais d'un point de vue économique, il ne me plaît pas non plus vraiment parce que c'est une source continuelle d'affrontement. Avec ce pacte, on a un instrument assez neutre qui est très souvent inadapté. Donc d'un côté, la Commission européenne veut réaliser quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, et elle fait ce que ferait un technocrate dans cette situation, c'est-à-dire qu'elle essaie de trouver un compromis. Du point de vue du pays qui est mis sous pression, il s'agit d'un exercice d'autorité d'en haut. Et du point de vue des pays du Nord, l'Allemagne ou d'autres pays qui sont conservateurs sur le plan fiscal, la focus est mis sur le compromis. Donc à la fin, personne n'est content. Les pays ne sont pas contents parce qu'ils sont sous pression, sous la pression de règles qu'ils perçoivent comme venant des bureaucrates de Bruxelles. Les citoyens ne sont pas satisfaits parce qu'ils pensent que les technocrates de Bruxelles ne défendent pas correctement leurs intérêts et donc tout le monde est mécontent.
Et tout le monde est mécontent vis-à-vis de Bruxelles. Bruxelles est devenue le problème commun, même si c'est pour des raisons différentes, et de manière parfois aussi injuste. Et je crois que ça, c'est un vrai problème pour l'Europe, parce que Bruxelles est le symbole et l'expression de l'intégration européenne. Donc, si nous nous plaignons tous de Bruxelles, nous allons détériorer le projet européen. Ce que je veux faire dire, et là va se dégager mon aspect allemand, nous n'avons pas un contexte efficace dans la zone européenne. Nous avons fait des pas en avant sur le plan des banques, mais pas encore pour les pays souverains, par exemple. Pendant la crise, nous avons eu trop de discipline du marché. Et ce que nous voulions, c'était sortir de la crise. Et donc, nous avons développé une sorte de gros bazooka, ce programme de transaction de la Banque Centrale Européenne qui a en quelque sorte éliminé le problème. Mais à moyen et long terme, il va falloir le réintroduire parce qu'autrement, il va falloir nous appuyer sur d'autres instruments, par exemple des règles maladroites qui ne résolvent pas de façon adaptée le problème économique et qui créent d'autres problèmes politiques. Donc quelles sont les perspectives de réforme pour sortir de cette impasse? Le problème, c'est que nous avons des opinions opposées en Europe. Pas totalement opposées, mais elles apparaissent comme telles. Elles semblent être s'opposer. Donc les pays du Sud, l'Italie et d'autres pays, veulent moins d'interférences dans leur politique nationale. Ils souhaitent des règles plus flexibles, un partage des risques, et la France les soutient de ce point de vue. Ils veulent une assurance européenne des dépôts et une réforme des marchés des capitales. Mais tout le monde ne sait peut-être pas ce que signifie exactement la réforme du marché des capitaux, pardon. On ne le sait pas encore très bien, on n'a pas vraiment compris ce qu'on entend par là. Les pays du Nord, eux, veulent plus d'interférences dans les politiques nationales parce qu'ils pensent que les pays du Sud doivent réaliser plus de réformes. Ils ne veulent pas forcément plus d'ingérence de leur propre politique nationale et donc on peut peut-être dire qu'ils sont un peu hypocrites. Et comme les pays du Nord aiment les règles, et je crois que c'est une caractéristique typiquement allemande, le fait d'aimer les règles, donc on souhaite moins de flexibilité. Et on veut certainement moins de partage de risques si cela conduit à une redistribution automatique. Nous souhaiterions que les pays agissent de manière à pouvoir s'occuper eux-mêmes de manière autonome de leurs problèmes. Et si on s'en remet à des options de stabilisation et de partage du risque, même si leurs politiques ne sont pas bonnes, il y a cet instrument qui flotte au-dessus et ça ne nous plaît pas. Nous ne voulons pas d'assurance européenne des dépôts. L'Union européenne des marchés, nous la voulons certes, mais nous ne savons pas exactement en quoi elle consistera. Donc parfois, aux États-Unis, il y a un livre que l'on rappelle souvent, du Dr Seuss, qui parle de deux personnages. Il y a un certain Zach du Nord et du Sud qui... Et leur maman leur dit de ne jamais quitter le chemin sur lequel ils sont. Donc ces deux personnages doivent en quelque sorte rester fidèles à leur tradition. Donc nous, il faut que nous fassions la même chose, c'est-à-dire rester chacun sur notre parcours, sur notre chemin. Donc le docteur Seuss écrit qu'il est arrivé à ces deux personnages que tous deux se sont rencontrés, se sont affrontés, se sont trouvés face à face l'un avec l'autre. Et ils se sont trouvés face à un dilemme. Que s'est-il passé? Aucun des deux s'est affronté avec l'autre. Si bien que aucun n'a bougé, ils sont restés chacun dans leur position.
Et je crois que ça, c'est l'image de l'Europe future si nous ne sommes pas capables de trouver un compromis. Le monde s'intégrera autour de nous et nous ignorera. Donc il faut trouver une solution. Voilà ma dernière diapositive. Et à la lumière du fait que les positions sont aussi opposées, à mon avis, il y a une marge de compromis. Et comme je l'ai écrit dans ces diapositives, la stratégie de base est celle de rechercher davantage de stabilisation, mais de faire en sorte que cela ne mène pas à des transferts systématiques. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Des transferts permanents, il y en aura toujours. Mais l'aspect clé, c'est qu'il n'est pas possible de prévoir qui obtiendra le prochain transfert et donc qui a à y gagner de ces transferts. Deuxième point que j'ai déjà exprimé, c'est que je crois qu'il faut que nous fassions moins confiance aux règles pour faire en sorte que les pays de l'Union européenne se comportent correctement. Il faut traiter les États membres de l'Union européenne en adultes. Des adultes qui donc payent les conséquences de leurs actions. Et de ce point de vue, je crois que la discipline du marché est un instrument très important. Il y a des problèmes dans la mise en œuvre de cette économie de marché. Donc on peut imaginer des mécanismes de stabilisation, mais les politiques n'aiment pas les choses compliquées et cela paraît trop compliqué. Les politiques craignent que, par exemple, une situation de ce type soit plus fragile. L'autre problème, c'est qu'une plus grande discipline de marché est facile en théorie, mais quand il y a beaucoup de dettes et beaucoup de vulnérabilité, souvent, la situation peut dégénérer en crise. Donc dans ce cas aussi, les problèmes peuvent être résolus avec plus d'implication, mais il faut beaucoup de bonne volonté pour le réaliser et la disponibilité à prendre des risques. Donc c'est possible de le faire, mais il faut des hommes politiques forts. Il serait souhaitable de retrouver des personnes, ce personnage qui avait la poésie de le faire. En même temps, nous avons Macron, et Macron c'est certainement déjà un bon début. Voilà ce que je voulais communiquer, merci. Grazie Jeremy, ora vorrei passare alla... Je passe maintenant la parole à Eric Jones. Et je veux souligner que l'Europe se trouve face à un double choc. D'un côté, il y a cette peur par rapport aux institutions européennes, et de l'autre, il y a un phénomène de déglobalisation qui est toujours plus pervasif dans l'Occident. Je voudrais donc que tu nous parles de ces thèmes. Bonjour à tous. La matinée est peut-être déjà finie, mais je dis quand même good morning, bonjour, bonne matinée à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité d'être ici pour vous parler des perspectives futures de l'économie européenne. Le thème qui m'a été donné sur ce sujet a été celui de la déglobalisation, de la montée des populismes, du Brexit, des relations transatlantiques et l'état actuel des performances économiques européennes. Je vais donc tâcher d'affronter tous ces thèmes dans l'optique de notre conférence, du thème principal de notre conférence, c'est-à-dire qui nous dit qu'il faut tenter de prendre acte de ce dont nous avons hérité et affronter le monde pour ce qu'il est. Je vais donc essayer d'affronter ce sujet en 5 points. Puisque j'ai 10 minutes à ma disposition, je vais essayer de consacrer environ 2 minutes à chacun de ces 5 points. Ces 5 points concernent ce que nous avons hérité, ce dont nous avons hérité, le rôle de la mise en perspective des prévisions et le pouvoir aussi de l'émotion sur la raison. En particulier là où l'émotion nous influence et là où elle nous conduit, et de savoir où elle nous conduit et ce que nous pouvons faire
et nous interroger sur le fait que nous quittons un monde et que nous voulons laisser un monde meilleur que celui que nous avons reçu. Commençons par l'héritage que nous avons. Pour commencer, nous allons nous concentrer sur les institutions, parce qu'elles sont au centre de nos réflexions. Au niveau domestique, nous pouvons montrer du doigt la démocratie libérale, l'économie de marché et l'État-providence. Au niveau européen, nous pouvons voir comme thème la monnaie unique, l'Union européenne, ainsi qu'un ensemble d'organisations qui sont bien moins célèbres, mais tout de même très importantes. De l'autre côté de l'Atlantique, nous avons l'OTAN, et ce que nous pouvons décrire comme la relation économique la plus profonde. Au niveau global, nous avons l'Union européenne, les Nations Unies, la globalisation et le G20. J'ai cité tous ces éléments parce qu'il est très facile de se plaindre de chacune de ces institutions conventionnées. Elles ont toutes besoin d'être réformées. La démocratie n'est pas représentative, l'économie de marché n'est pas équitable, les systèmes d'État-prévidence ne font que compliquer les choses et les empirer au lieu de les améliorer. Et ce qui est vrai au niveau national est encore plus vrai au niveau européen. Pensons seulement, par exemple, aux critiques souvent exprimées vis-à-vis de l'euro, de l'Union européenne et du reste. Les relations transatlantiques aussi ne fonctionnent pas bien, dans le sens que les pactes de l'OTAN avaient des problèmes encore même avant l'élection de Donald Trump. Pour ce qui concerne les Nations Unies, le G20 et la globalisation, il s'agit certainement d'institutions importantes, conséquentes, mais qui ont également des problèmes profonds. Donc d'un point de vue, nous pouvons dire que ce dont nous avons hérité est un bel embrouillamini de problèmes. Mais ce n'est qu'un aspect. Et il faudrait aussi nous demander pourquoi ceux qui nous ont précédés ont investi tellement pour créer ces institutions. C'est un autre aspect à considérer, un autre point de vue. Chacune des institutions dont nous avons hérité a été par le passé considérée comme un grand progrès. Aujourd'hui, pourtant, nous les voyons comme un problème, alors que les personnes qui nous ont précédés les voyaient comme des solutions. Ce changement de perspective est très important parce qu'il nous force à comprendre, à réfléchir sur l'héritage, sur ce que signifie l'héritage et aussi ce que, sans le vouloir, nous pourrions donner pour acquis. Et en plus, tout cela nous force à comprendre ce que nous risquons de perdre. Donc je voudrais vous citer quelques exemples. Pour commencer, nous avons vraiment beaucoup perdu de temps à nous plaindre de la montée du populisme. Mais pourquoi est-ce que nous ne nous interrogeons pas sur ce qui est arrivé à nos partis politiques traditionnels? Ces partis ont été créés pour aider les électeurs européens à s'intégrer dans un processus démocratique. Leur fonction était de faire en sorte que les personnes soient représentées et que l'on crée des mécanismes de protection vis-à-vis des institutions libérales. Toute la démocratie occidentale s'est construite sur le fonctionnement efficace de ces partis politiques. Les populistes ont toujours représenté un grand défi, dans le sens que s'ils arrivent aujourd'hui à se frayer un chemin, c'est parce que les partis traditionnels sont faibles, et donc non pas parce que ces mouvements se sont renforcés. L'Union européenne et le Brexit sont un autre très bon exemple. Les Britanniques ont présenté leur candidature 3 fois avant d'adhérer à la communauté économique européenne. Il y a eu un référendum pour valider ce choix d'adhérer. De plus, ils ont une grande influence sur l'évolution du projet européen, en particulier sur la réalisation du marché intérieur. Or, si nous observons attentivement la majeure partie des plaintes exprimées aujourd'hui par les Britanniques, c'est paradoxal et ironique parce qu'elles se concentrent
principalement sur le fonctionnement du marché économique unique. Donc ils semblent ne plus accepter ces règles et ils ont peur de la libre circulation des personnes, surtout depuis l'élargissement historique de l'Europe. Donc tous ces points, ce sont tous ces points même sur lesquels le gouvernement britannique a été d'accord au départ. Donc pourquoi est-ce que le peuple britannique ne semble plus être d'accord? Je voudrais souligner aussi le rôle de la perspective. Mais il faut que j'introduise un nouvel élément, celui de l'émotion. Si l'on analyse pourquoi les Britanniques ont voté pour le Brexit, c'est parce qu'ils voulaient en quelque sorte reprendre le contrôle. On peut expliquer ce phénomène à travers une sensation de perte de l'influence. Mais si l'on donne cette explication, les personnes n'y croient pas. Parce qu'on peut raisonner autant qu'on veut, mais lorsque les personnes sont poussées par l'émotion, on ne peut pas leur faire comprendre des argumentations rationnelles. Nous trouvons des émotions similaires de l'autre côté de l'Atlantique. Cela explique aussi pourquoi tant d'Allemands se sont rebellés aussi contre les procédures de règlement des différents investisseurs États dans le partenariat transatlantique. Ou bien pourquoi le Parlement wallon a voté contre l'accord commercial entre le Canada et l'Europe. Et ça explique aussi surtout pourquoi des millions d'Américains ont voté pour Donald Trump. Je ne veux pas dénigrer ces choix. Mais les émotions peuvent être très puissantes et elles sont très importantes. On ne peut pas avoir de légitimité sans émotion. L'émotion est aussi importante pour ce qui concerne la foi. Donc, lorsque je dis que les personnes fondent leurs décisions économiques sur l'émotion, je ne dis pas que les personnes se comportent de façon irrationnelle. Je dis simplement qu'il faudrait s'efforcer de comprendre quelles sont ces émotions et voir comment pouvoir y répondre au mieux. Cette argumentation sur l'émotion ne concerne pas seulement les questions politiques. Ce que nous apprenons, c'est l'importance des émotions également dans le domaine économique. C'est un phénomène qui concerne aussi, comme je le disais, les deux rives de l'Atlantique. Les économistes ont toujours pensé que les émotions étaient quelque chose d'idiosyncratique. Si l'on mettait ensemble un nombre suffisant de personnes, leurs émotions pouvaient se contrebalancer, s'équilibrer. Ça a toujours été une idée qui a été à la base de beaucoup d'institutions. Le système de commerce global en est un exemple. Et la finance libérale globale en est un autre exemple. Ce que nous avons appris pendant la crise récente, c'est que les émotions, au contraire, sont bien plus puissantes dans le domaine économique que dans le domaine politique. Et même, le mot que nous avons appris est peut-être trop fort. Si vous lisez le mot avoir appris est peut-être trop fort. Si l'on lit des grands économistes comme Keynes, on voit qu'ils tirent des conclusions similaires de la Grande Dépression. Voilà pourquoi les preneurs de décisions politiques se sont concentrés sur le travail pour tous. Et voilà pourquoi le système économique s'est construit sur une base de partage des capitaux. Donc il ne s'agit pas de revenir à des solutions du passé, mais adapter les solutions dont nous avons hérité pour qu'elles puissent répondre aux problèmes du présent et du futur. Cette adaptation est le thème précisément sur lequel ont travaillé les économistes financiers dans les 20 dernières années. On est maintenant venu au moment de construire sur leurs conclusions. Le système bancaire européen en est un exemple, et toutes les autres dispositions que l'on pourrait réaliser en sont un autre. J'aimerais pouvoir avoir la possibilité d'en discuter davantage avec vous après. Il faudrait aussi adapter les marchés du travail ainsi que les relations commerciales. L'objectif n'est pas seulement de développer l'État-providence, mais de consacrer plus d'attention à ceux qui ont besoin, ceux qui souffrent le plus. De manière ironique, cela a été le programme politique que l'Europe avait choisi d'adopter avant la crise récente. En 2005, l'économiste belge André Sapir a montré et a indiqué comment il fallait
traiter l'équité pour l'efficacité. Nous pouvons adapter nos États-providence pour atteindre les deux objectifs. C'est ce que la Commission européenne a essayé de faire avant même que la crise financière mette à terre le programme politique. Maintenant que la crise semble s'éloigner enfin, il faut se demander comment nous pouvons consacrer l'attention politique et les ressources nécessaires qui nécessitent le nouveau programme de réforme. Merci beaucoup pour votre attention. Erika, grazie. Merci Eric pour votre intervention. Je voudrais profiter pour te poser une question. Hier, j'étais au discours d'ouverture du président Gentiloni. Il a parlé de l'importance d'ordre multilatéral dans le contexte actuel. L'ordre multilatéral où les États-Unis ont toujours joué un rôle fondamental, essentiel. Mais il faut aussi se rendre au fait qu'il existe un leadership essentiel des États-Unis au G7, au G20, au Fonds monétaire international des Nations Unies. Selon vous, l'Europe peut compenser cette manquance, ce manque de leadership des États-Unis de cette année? Malheureusement, la réponse ne nous rassure pas. Le leadership à niveau global est un projet qui coûte cher. Parce qu'il faut beaucoup d'investissements, de ressources économiques et politiques. Et il nécessite aussi une perspective au niveau national. C'est-à-dire le fait que les leaders puissent communiquer à leurs supporters pour leur expliquer pourquoi c'est intéressant, pourquoi faire des investissements dans des pays étrangers pour engendrer des bénéfices pour les pays mêmes. C'est une argumentation qu'on pouvait faire aux États-Unis dans les années 40, 50 du siècle dernier. Une argumentation qu'on pourrait revoir dans les années 70-80. Mais actuellement, aux États-Unis, il n'y a pas le désir d'investir dans le présent des autres. Parce qu'on croit qu'il n'y aura pas de retombées positives sur des autres pays. Et je crois qu'il n'y a pas ce désir aussi en Europe, parce qu'on se préoccupe trop de la politique actuelle de l'Europe et on ne regarde pas dans le long terme. Par conséquent, au niveau européen, il n'existe pas de leadership. Et il n'y a même pas d'investissement. On investit trop peu pour corriger les problèmes actuels de l'immigration et de l'instabilité financière. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose. Si l'Europe, effectivement, peut jouer le rôle des États-Unis, remplacer les États-Unis, et si elle est capable de le faire. Si nous pensons au contexte international politique, nous vivons dans un monde multilatéral depuis la Deuxième Guerre mondiale, peut-être la première aussi. La montée du populisme maintenant signifie que beaucoup de pays croient que leur pays doit avoir une priorité. C'était les États-Unis avant, la Russie après. Et donc, on croyait que les accords bilatéraux étaient convenaient à tous. Mais l'Europe doit penser à quelque chose d'autre, à des relations multilatérales. Si on pense à ce que Eric a dit, la stabilité financière, la sécurité, l'immigration, l'environnement, tous ces
sujets, ce thème importante, sont des thèmes qui intéressent le monde entier. Et si l'on pense qu'on peut affronter et faire face à ces problèmes, les questions, les problèmes mondiaux les plus importants, à niveau individuel, euh, cela ne marchera pas. Il faut penser à des accords multilatéraux. L'Europe joue un rôle très important et même si on ne va pas jouer ce rôle parfaitement, on est l'organisation multilatérale la plus progrédie au monde. Dans ta relation, Monsieur Zettelmeier, vous avez parlé du rôle de l'Allemagne. Pour préparer cette conférence, j'ai regardé le graphe du spread entre les titres, les BTP italiens et le Bund allemand. On voit que le spread s'est réduit considérablement, même si récemment il est augmenté aussi. Mais vu la situation économique italienne, le spread est encore structurellement bas. Cela est compatible avec certaines explications, certaines raisons, et je voudrais que tout puisse nous aider pour les comprendre mieux. On pourrait dire que l'Italie restera dans la zone euro. L'autre explication dit que en cas de difficulté, l'Allemagne et les institutions européennes interviennent à faveur de l'Italie, au bénéfice de l'Italie en cas de crise. Comment tu peux justifier ce spread qui est encore trop bas par rapport aux valeurs qu'on a observées dans les années passées? Donc il faut considérer deux aspects. Le premier concerne l'effet manifeste de la politique monétaire et des bons sur le marché des titres italiens. Comme l'achat de ces titres se sont faits en masse, cela va probablement influencer les rendements. Même face à un scepticisme de base sur le rendement des marchés italiens. Cela dit, les marchés italiens, après l'annonce du programme de transaction de la Banque Centrale Européenne, ont augmenté beaucoup. Donc si on considère les différences, par exemple, entre les rendements de l'époque et de maintenant, une grande partie de ces rendements ont précédé de façon le quantitative easing de la Banque centrale. Donc en grande partie, les rendements bas reflètent la confiance dans le fait que les marches... Pardon. Donc je crois qu'il y a cette conviction. Je crois que cette conviction est tout à fait rationnelle, parce que si l'on considère les chiffres, l'Italie a réalisé beaucoup d'ajustements fiscaux par le passé. Et le réseau de sécurité interviendrait si ces ajustements ne fonctionnaient pas. Donc l'Italie devrait satisfaire les conditions sur le plan fiscal pour avoir en quelque sorte davantage de flexibilité de la part de la Banque centrale européenne et des mécanismes européens. Il jouerait un rôle inférieur. Donc l'Italie a des surplus, par exemple, primaires importants qu'elle a toujours actuellement. Donc je crois que tout fonctionnerait si on avait un programme italien financé de manière assez généreuse. Mais il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Bien entendu, tant qu'il y aura un gouvernement italien disposé à collaborer en ce sens.
Donc, on a évoqué la question des populismes. S'il y avait une montée populiste en Italie, qui ne poursuivrait pas en quelque sorte ce type de programme, il y aurait un risque. Je souhaite que les marchés aient raison et que ce risque, qu'on ne court pas ce risque. Anne-Laure, un commentaire très bref? Je suis d'accord totalement avec Jérôme, mais je voudrais être un peu plus radicale que lui. Parce que pourquoi les spreads sont-ils sont-ils si bas? Parce qu'il y a Super Mario Draghi. Vous avez entendu ce qu'il a dit en juillet 2012, lorsqu'il a affirmé « Je ferai tout ce qu'il faut faire ». Et alors, on a vu que les spreads ont baissé. Donc Super Mario, vraiment, a sauvé l'Europe et surtout l'Italie. Il a tout simplement réalisé une prophétie vers laquelle on allait. C'est-à-dire qu'il a dit « Je ferai tout ce qu'il faudra faire et je calmerai les marchés ». Donc en réalité, la question est de savoir si on peut interrompre ce type de politique. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas que la crise de la zone de l'euro soit terminée. Mais en grande partie, elle est déjà résolue. Grâce au quantitative easing. En réalité, le quantitative easing devra continuer à se faire jusqu'à ce que les bilans ne seront pas équilibrés. Merci Anne-Laure. On a le temps pour quelques questions. Je vois que quelqu'un veut poser des questions. Est-ce qu'on peut le ramener de micro? Merci. Je voudrais me présenter. Je suis ambassadeur de la Saint-Siège. Monsieur Lombardi et Madame Delatte ont affirmé que l'élection du président Macron représente un facteur très important dans la stabilisation de la situation économique européenne. Dans les 3 dernières semaines, dans les médias, j'ai pu lire que la popularité du président Macron est en baisse. Ma question est donc, est-ce que cela pourra être un facteur important pour déstabiliser l'économie européenne? Je pense que c'est une question très importante. Anne-Laure, tu peux peut-être répondre en premier, et si les autres veulent intervenir, très bien. Je voudrais rester optimiste parce que cette baisse de popularité envers Emmanuel Macron est liée au contexte interne français, à la loi travail, à la réforme du marché du travail. Donc, il est lié à des questions internes françaises. Bien sûr, vous avez raison, si cette popularité restera basse dans le long terme, cela pourrait diminuer la crédibilité du président en Europe. L'agenda des réformes est toutefois très importante. Dans les 2 dernières années, on a travaillé ce programme de réforme à partir de l'élection de Macron. Le jour après l'élection, ces personnes se sont réunies à nouveau
ont essayé de mettre sur la table des idées pour chercher de mettre en place ces réformes. Donc je ne crois pas que la baisse de popularité strictement liée à des problèmes internes pourra délégitimer le président Macron au niveau européen. Eric? Je voudrais dire quelque chose. Moi aussi, je ne suis pas français, mais j'observe préoccupé l'évolution de la politique française. On continue de parler de la montée du populisme. Je crois qu'on a parlé aussi du populisme en France. En réalité, en 2002, il y a eu un dénouement positif. Et tout a été caractérisé par l'affaiblissement des partis traditionnels. C'est un premier scénario pour comprendre comment on peut affronter et faire face à l'avenir. Je suis très content que Macron soit le président de la France. Il a une équipe de très haut niveau. Il est devenu président pourtant en démolissant les partis traditionnels principaux. Donc, c'est vrai, il pourrait se passer quelque chose que pourrait l'éliminer du scénario politique. Comment on peut prévoir l'évolution politique de ce pays? Je ne parle pas d'un passage vers un parti populiste. Je ne parle pas du Front National. Je parle plutôt du fait que le contexte politique français doit être compris, analysé. Il est difficile parce que il y a des politiques complexes aussi dues à l'axe franco-allemand. Je souhaite les meilleures possibilités pour la France, mais j'ai craint que cela ne puisse pas ne passer. Bonjour, je fais partie d'une banque importante italienne, Credito Valtellinese. Je suis membre de l'association des banques italiennes. Je voudrais poser à nos intervenants qui ont fait des interventions absolument intéressantes une double question. La première, quel est votre jugement sur le fait que l'union bancaire ne se réalise pas? L'union bancaire est née comme réponse à la crise pour stabiliser la situation des banques. Elle devait agir sur 3 jambes. La vigilance européenne, ça a été fait avec les États nationaux qui ont perdu leur souveraineté et qui l'ont cédé à un organisme européen. Deuxièmement, la création d'un mécanisme de résolution de la crise bancaire. Ça a été fait, on a créé une nouvelle autorité européenne. Mais la troisième jambe qui était prévue, la création d'un mécanisme de garantie des dépôts, unique au niveau européen, est bloquée, et elle est bloquée en gros par l'Allemagne. Ça, c'est un problème grave, parce que on a fait un accord politique au niveau européen pour un parcours, pour un agenda, pour la création de de l'union bancaire, mais de fait, la troisième étape est bloquée et l'on ne voit pas de solution à court terme à ce sujet. La deuxième question que je veux poser, la question des règles, qui est liée aussi aux émotions. Le professeur Zettelmeier disait que en Europe, tout le monde est contre Bruxelles, en Europe du Sud pour certaines raisons, en Europe du Nord pour d'autres. Mais fixer des règles, ce n'est pas une question aseptique, c'est une question politique. On ne comprend pas en Italie pourquoi on crée une grande priorité dans le contrôle des risques de crédit et des risques de la dette souveraine au niveau des banques. Vous avez cité vous-même cet aspect.
et cela concerne beaucoup les banques du sud de l'Europe, mais on ne prend absolument pas en considération le risque des dérivés dans les bilans des banques. Cela semble des questions techniques, mais c'est une question qui concerne beaucoup les banques allemandes, les grandes banques allemandes et les grandes banques françaises. La vigilance européenne dit que pour l'instant ce n'est pas une priorité. Pour être plus clair, plus simple, je m'excuse vis-à-vis des professeurs, si j'ai un crédit et je dois évaluer son risque total, je dois voir le capital. Mais si j'ai des capitaux sur lesquels je risque plus, aujourd'hui, je ne mets de côté aucun capital objectif. Et donc ça signifie que l'on crée des situations de grande asymétrie compétitive sur le plan européen. Donc j'aimerais savoir votre point de vue et comment on peut dépasser cette situation d'asymétrie qui, du point de vue émotionnel, pas seulement dans le peuple, mais aussi dans la leadership et dans les classes dirigeantes d'un pays, anime un débat plutôt inquiétant. Inquiet. Merci. Merci. Vous avez soulevé des aspects très importants et conséquents. Donc je donnerai la parole surtout à Monsieur Zettelmeier, qui me semble être le meilleur intervenant pour répondre. Alors, très intéressant. Pour ce que j'ai compris de la question, il y avait deux parties dans la question. Le deuxième point souligné, si j'ai bien compris la question, se réfère au fait que les réformes de surveillance financière sont un peu trop limitées et donc que le risque n'est pas totalement couvert. Si c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Si c'était bien la question, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de structure européenne commune qui s'occupe, par exemple, de la réglementation et de la supervision des marchés de façon globale, pour dire. Parce que de fait, de base, l'activité d'investissement est quelque chose qu'il faut mieux examiner et gérer. Si l'on veut penser que le Brexit peut, d'une manière ou d'une autre, apporter des avantages, voilà un des avantages qu'on pourrait avoir. Parce que le déplacement de Londres vers la zone euro de certaines structures financières peut conduire à des mouvements et à des évolutions en ce sens. Donc il est probable qu'il faut un peu de plus de pouvoir, quelque chose d'équivalent, qui puisse apporter quelque chose au niveau de la surveillance européenne unique. Cela se fera probablement. L'autre point qui est peut-être plus urgent et qui représente la troisième jambe de l'union bancaire et du fait qu'elle est encore bloquée réside dans le fait que l'assurance commune sur les dépôts, la garantie commune sur les dépôts, du point de vue allemand, devrait prévoir un partage du risque entre les systèmes bancaires nationaux. Par rapport à ces risques bancaires garantis. Et nous en sommes bien éloignés. Parce qu'il y a des systèmes bancaires différents en Europe qui sont différemment exposés vis-à-vis de leurs États souverains. Et donc avec des politiques sur le plan du crédit et des éléments de force de ces politiques différents. Donc ce que soutient l'Allemagne, c'est que il faut une réglementation majeure de ces risques et de ces expositions. Mais bien entendu, cela conduira à des spreads inévitablement plus élevés dans des pays par exemple comme l'Italie. Par exemple, la nécessité de plus de capitaux. Et donc,
Cela pourrait aussi conduire d'autres problèmes pour des pays comme l'Italie. Et nous sommes bloqués sur ce point. Je crois qu'il y a des solutions. Une des solutions pourrait être d'associer la réforme, par exemple, à un réseau de garantie. Donc une sorte de task force qui s'occupe de ce problème sur le plan européen. Une autre solution pourrait être, en quelque sorte, d'avoir un système de dépôt à une rapidité remplacée par un à deux vitesses, de façon à ce que le risque soit partagé. Donc on peut trouver différentes solutions, mais je suis d'accord qu'il s'agit d'un sujet vraiment difficile. Je voudrais souligner 3 points. Tout d'abord, je crois que vous avez tout à fait raison. Le problème est de penser comment pouvoir réaliser une transition entre une situation où on peut soutenir de façon plus intense un système de dépôt européen. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et je ne crois pas que les conditions soient acceptables pour 2 raisons. Et cela me conduit au deuxième et au troisième point que je veux évoquer. La garantie sur les dépôts est un instrument très puissant qui favorise la concurrence entre les banques, notamment en temps de crise. Par exemple, en 2011, j'étais en Belgique au moment où la Deutsche Bank est passée de la situation d'être une banque couverte par l'assurance belge des dépôts à une assurance allemande. Et cela a été très fortement discuté dans les marchés flamands qui parlaient de savoir, qui s'interrogeaient sur savoir si c'était utile ou pas de faire passer leurs épargnes d'une banque belge à une banque allemande. Cette forme d'argumentation ne peut pas être tolérée. Le deuxième aspect est lié à une situation d'alarme parce que le système américain ne prévoit pas de transfert de ressources géographiques dans la manière dont il est soutenu et conseillé par les macroéconomistes. Il y a une exception, c'est le système de garantie sur les dépôts. La nécessité de ces transferts sur le plan géographique réside dans le fait qu'il y a une leçon que nous avons apprise puis que nous avons oubliée au cours de l'histoire financière des États-Unis. Si l'on regarde les années 80 du siècle dernier, par exemple, lorsque toutes les banques étaient au bord de la faillite, par exemple en Colorado, au Texas, il s'agissait de banques qui étaient en réalité garanties sur le plan national. Le gouvernement fédéral a dû intervenir pour garantir, pour assurer ces dépôts, parce que c'était la seule manière d'éviter la faillite de ces banques. Et nous ne voulons plus connaître une telle situation en Europe. Il faut mettre en œuvre un problème qui puisse éviter ce type de situation. Je suis désolée pour ceux qui veulent encore poser des questions, mais on a terminé le temps qu'on avait à disposition. Je voudrais tout d'abord lire un message des organisateurs. Chaque année aussi, cette année aussi, on peut participer à la construction du meeting. Vous trouverez des stands Dona Ora pour donner de l'argent où il y a certains bénévoles avec un t-shirt vert. Je veux maintenant remercier les intervenants qui viennent de loin. Je veux aussi remercier les organisateurs du meeting pour ce splendide contexte, pour avoir organisé cette conférence et vous tous pour votre participation. Merci.